On va se laisser les règles du jeu de l'horaire parisien maintenant en mode distance, c'est-à-dire commencer 4 minutes après l'heure prévue. Ouais, mais le mec avait répondu à Julien. Bonjour, on va attaquer notre webinaire sur le titre prometteur Innovation de rupture, fiction ou réalité. J'espère, Benjamin, que la réponse n'est pas que c'est du pipeau, mais vraiment qu'il y a de la réalité derrière cette promesse. Donc, je suis Frédéric Petitbon avec Laurence Ménard. Bonjour Laurence, nous allons animer cette conférence sur effectivement l'innovation de rupture, fiction ou réalité. Quelques mots sur le pourquoi et d'où nous parlons. Donc, c'est l'occasion du prix académique Syntec Recherche en Management, qui est un prix qui a maintenant une douzaine d'années, prix de référence sur des articles à impact méritant d'être portés à connaissance aussi bien du monde de l'entreprise que du monde du conseil, et favorisant la connexion entre le monde académique, le monde du conseil, le monde des entreprises, qui est vraiment quelque chose d'essentiel pour notre syndicat professionnel, le Syntec, et fondamental effectivement pour avoir ces idées, ce partage. Ce prix donc a rencontré cette année un succès encore plus important que d'habitude, avec un nombre de candidats remarquables. Donc, ce sont des articles de référence, avec un jury qui est composé à la fois académiques, notamment ceux ayant été primés les années précédentes, et de professionnels du conseil des études là-dessus, avec un temps de débat, un temps d'échange et une prise de décision par les professionnels du conseil sur les articles à porter à connaissance. Donc voilà, donc c'est l'idée de ce prix, et avec dans la catégorie réinventer le management. Donc, effectivement, nous avons la chance d'avoir avec nous Benjamin Cabane, qui à la fois a des travaux de référence sur le sujet dont il parlera, s'inscrit aussi dans une dynamique de réflexion, d'échange, de débat sur ce que veut dire l'innovation, sur lequel l'école française, et notamment l'école des mines, est vraiment intéressante dans sa réflexion, parce que c'est une réflexion d'ensemble sur un temps long qui va effectivement nous occuper. Je termine juste sur les règles du jeu de notre webinaire. Donc, on se libère à 19 heures. Le webinaire est enregistré, sauf si l'un d'entre nous a envie d'avoir une agression un peu violente vis-à-vis de Benjamin. Il ne veut pas que ce soit enregistré, auquel cas qu'il nous le dise tout de suite. Et avec principe, bien sûr, que nous aurons se dérouler de manière non descendante, mais avec tous les échanges possibles. En d'autres termes, sentez-vous à l'aise. Laurence et Benjamin le sont aussi pour nous interrompre, pour poser vos questions. Il y a un chat qui est aussi là sur le sujet, et on sera autour de différentes
séquence sur effectivement ces points clés. Voilà en intro, et avec Benjamin, peut-être une question toute simple, qui est effectivement une innovation de rupture derrière cette promesse sympathique de quoi parle-t-on, qu'est-ce qu'il y a derrière là-dessus. Peut-être encore un point, nous avons la chance dans les participants à ce webinaire d'avoir aussi bien des acteurs de l'entreprise, des acteurs du conseil et des acteurs du monde académique. Donc, c'est vraiment la philosophie de ce prix académique. Et donc, là aussi, on va tirer profit pour que, non seulement avec Laurence et Benjamin, mais aussi entre vous, le débat puisse naître sur ce sujet aussi important pour les entreprises. Benjamin, innovation de rupture, de quoi parle-t-on pour effectivement donner un peu de réalité à ce titre aguicheur? Bien, merci beaucoup Frédéric, merci pour cette invitation. J'ai quelques slides à partager, mais pour ça il faut que je puisse partager. Il faut, je pense, départager la... Voilà, ça devrait peut-être être bon. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Oui, très bien. Écoutez, merci beaucoup. Parfait. Rapidement, donc, j'ai un petit mot de présentation. Donc, Benjamin Cabane, je suis enseignant chercheur à l'École des Mines et enseignant chercheur en sciences de gestion. Et je suis l'heureux lauréat de ce prix avec deux co-auteurs, Pascal Lemasson et Benoît Veil. Et Benjamin, donc, on ne vous entend pas très bien. Oui. Il faut que vous rapprochiez peut-être de votre micro. Est-ce que là, c'est mieux là? Oui. Parfait. Ok, je vais parler un peu plus fort. Je disais que j'étais l'heureux lauréat avec deux co-auteurs, donc Pascal Lemasson et Benoît Veil, qui sont aussi enseignants chercheurs à l'École des Mines. Du coup, la présentation, elle n'est pas forcément, donc elle va parler un peu du papier, mais elle n'est pas vraiment académique. Je vais plutôt me focaliser sur quelques résultats, vraiment application managériale, et vous raconter un petit peu ce qui s'est passé chez ST Microelectronics, qui est en fait le terrain de recherche de cet article. Et on va commencer du coup par la question que vous m'avez posée de parler d'innovation de rupture, fiction ou réalité. Alors du coup, je commence par quelques petits points assez classiques quand on parle un peu d'innovation de rupture, et je fais référence à un auteur assez connu dans le monde académique, qui est Clayton Christensen, qui est un universitaire à Harvard, qui a beaucoup travaillé sur la question de l'innovation de rupture. Et lui, il distingue en fait deux grands types d'innovation, pour faire simple. C'est l'innovation continue, c'est l'amélioration finalement des produits existants selon une trajectoire de performance existante. Et à l'inverse, l'innovation de rupture, c'est plutôt l'introduction de nouvelles dimensions, de nouveaux critères de performance, voilà, sur des produits qui n'existent pas. Et donc, c'est plutôt la création de nouvelles catégories de produits. Voilà, un peu la grande distinction. Il va aussi un peu plus finement quand il parle d'innovation de rupture. Il en distingue essentiellement deux, qui est la rupture de nouveaux marchés, c'est-à-dire l'invention d'un nouveau type de produit très avancé qui va bousculer en fait les produits existants. Je vais donner deux exemples assez simples pour comprendre, mais si on prend la Nespresso de Nescafé, en fait, avant Nespresso, vous avez soit le choix de prendre on va dire un expresso au café du coin ou votre café à filtre chez vous. Et c'est vrai que Nespresso invente justement l'expresso à domicile, et donc du coup, c'est vraiment un nouveau produit qui va complètement bousculer et faire émerger un nouveau marché. Ou alors un autre exemple aussi assez simple, c'est la téléphonie mobile. C'est vrai que la téléphonie mobile va vraiment modifier complètement l'offre des produits et vraiment faire émerger un nouveau marché. Donc là, on voit bien ce que c'est que l'innovation de rupture. Et vous avez aussi un deuxième type d'innovation de rupture qui est plutôt par le bas, c'est-à-dire on va attaquer plutôt un marché déjà existant avec un produit qui est plutôt un produit simplifié, moins cher et moins performant. Là aussi, vous avez des exemples assez classiques. Si on prend Dacia dans l'automobile, vous avez un produit qui va sortir des logiques de performance des produits des voitures existantes et qui va attaquer plutôt le marché par le bas, ou encore éventuellement, si on prend les compagnies aériennes low cost. Donc, du coup, je peux déjà un peu répondre à la question qui m'était posée, en fait, est-ce que c'était fiction ou réalité? Donc, c'est bien une réalité. On vit dans un monde où il y a des ruptures, et le propre aussi de la rupture, c'est qu'on ne le voit pas forcément tout de suite, en fait. Donc, du coup, pour une entreprise aussi, c'est d'être attentif à ces ruptures et aussi de voir comment, un des enjeux, comment nous, entreprises, on peut générer de cette rupture pour avoir des avantages compétitifs durables. Donc, un point aussi, c'est vrai que ce que dit Christensen, c'est que chaque nouveau marché, en fait, c'est finalement le résultat d'une innovation de rupture. Alors après, donc ça, c'est le constat un petit peu qu'on peut faire. Après, quand on est dans une entreprise, on se dit, bon, bah, très bien, maintenant, comment on fait pour générer l'innovation de rupture dans l'industrie? Et Christensen aussi on propose en fait 3 leviers d'action qui sont le développement de la technologie de connaissance, la création de nouveaux modèles d'affaires, modèles économiques, et puis la création d'un nouveau réseau de valeur. C'est plutôt les parties prenantes autour de ce modèle économique. Et
c'est vrai, là, dans nos recherches, on s'est plutôt concentré sur la première partie qui est vraiment le développement de la technologie et des connaissances. C'est pour ça qu'on s'est intéressé à ST Microelectronics, qui est une entreprise vraiment de haute technologie, une entreprise 440, franco-italienne. Alors, ça me permet de revenir aussi un peu sur la littérature. Je vous ai mis des tableaux un peu horribles. C'est juste pour vous montrer, en fait, il y a certains auteurs, dès les années 85, où déjà on commence à faire des distinctions entre innovation continue et de rupture. On ne les appelle pas forcément comme ça. On a innovation régulière, architecturale, révolutionnaire, etc. Et là, on est plutôt centré justement sur les connaissances. Si vous prenez par exemple le premier tableau, et je ne vais pas tous les faire, mais en fait, on a des chercheurs, Abernathy et Clark, qui mettent déjà en évidence que l'innovation aussi a un impact sur les connaissances, soit elle va détruire les connaissances technologiques existantes, c'est-à-dire le nouveau produit, la nouvelle technologie va rendre obsolète la technologie précédente, et pareil aussi sur les marchés. Et donc, ce qui caractère quand même vraiment la grande différence entre le continu et le rupture, c'est vraiment cette notion de discontinuité. La rupture va introduire une discontinuité qui peut être de l'ordre du marché ou de la technologie. Souvent des... Je ne vais pas continuer là-dessus, mais c'est pour vous dire en fait que voilà, beaucoup d'universitaires, et si on prend les dates, on est dans les années 85-90, donc on voit que ce n'est pas forcément nouveau d'un point de vue académique sur la compréhension de ces phénomènes. Maintenant, l'idée, c'est plutôt d'aller sur, voilà, on est dans une entreprise, comment on va organiser justement ces stratégies pour aller vers l'innovation de future. Et du coup, voilà, c'est un peu l'objet du papier qui a été primé, qui a été publié dans la revue française de gestion, qui s'appelle Organiser la création de connaissances pour l'innovation de future et des communautés aux sociétés proto-épistémiques d'experts. Et en fait, nous, dans cet article, on va retenir essentiellement vraiment deux visions, c'est-à-dire on va s'intéresser à la production de connaissances dans l'entreprise. Et on se dit, en fait, quand on produit de la connaissance, cette production de connaissances, elle peut être de deux types. Soit on va produire de la connaissance pour améliorer les produits et technologies existants, ou on va préserver les architectures de produits, préserver les modèles économiques. Et dans ce cas-là, on sera plutôt dans l'innovation continue ou l'innovation incrémentale. Ou au contraire, on peut aussi éventuellement provoquer l'émergence d'un champ de connaissances complètement nouveau, radicalement nouveau. Et justement, ce champ de connaissances peut éventuellement contribuer à l'émergence de produits totalement inédits, totalement nouveaux. Et donc, nous, ce qu'on va essayer d'étudier, c'est comment une entreprise, justement, va provoquer justement l'émergence de ces champs de connaissances. Je vais vous expliquer un petit peu ça par la suite. Mais déjà, avant de basculer sur des exemples chez ST Microelectronics, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper ou voilà, des interrogations, des réflexions. Moi, je me permets juste de vous redire qu'on ne vous entend pas très très bien. Je ne sais pas si vous avez peut-être un micro dans vos écouteurs que vous pouvez approcher de votre bouche, sinon. Alors, est-ce que c'est là le micro, là, du coup? Ah, ce serait ça, oui. Ah, ouais, je d'accord. pense. Ok. Bon, très bien. Impeccable. Merci, Benjamin. Très bien. Du coup, je peux continuer ou si vous avez des questions, n'hésitez pas ou sinon on les prendra par la suite. Peut-être le KST voilà, permettra de générer des questions. Alors, du coup, en fait aussi, si on reprend le cas d'ST Microelectronics, il se posait déjà une question qui était quelles sont les formes organisationnelles qui permettent la création de nouvelles connaissances dans une perspective d'innovation de rupture. Pardon, est-ce que vous pourriez quand même nous dire deux mots? Bien sûr, tout le monde connaît cette entreprise, oui. Mais peut-être pas. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Et effectivement, voilà. Ok, très bien. Donc, ST Microelectronics, c'est une entreprise franco-italienne, entreprise du 440. C'est une entreprise de l'industrie des semi-conducteurs qui fabrique en fait des circuits électroniques pour les différentes industries, que ce soit l'automobile. Enfin, de toute façon, maintenant, il y a l'électronique de partout. Donc, qui fabrique essentiellement des composants ou des sous-systèmes électroniques. Voilà. Il y a 46 000 employés. C'est un CA de plus de 10 milliards de dollars. Et puis, c'est 18 000 brevets. Enfin, il y a un portefeuille de 18 000 brevets en 2020. Donc, c'est vraiment une entreprise qui est vraiment intensive en R&D et qui est très tournée vers la science et la création de connaissances. Voilà. Et du coup, chez ST aussi, se pose une question en disant on a beaucoup d'experts scientifiques et techniques dans l'organisation. On sait très bien développer les technologies quand justement on est sur l'innovation continue, où on connaît les logiques de performance, l'amélioration l'amélioration des produits existants. Par contre, dès qu'il s'agit justement d'explorer de nouveaux domaines de connaissances, on est un peu dépourvu sur comment on s'organise pour le faire. C'est ce qu'on a étudié un peu avec eux. Et du coup, je vous propose de présenter un graphe qui fait un petit peu peur, mais je vais vous expliquer très rapidement. La façon dont aussi on a essayé de comprendre un peu les choses chez ST Microelectronics, c'est qu'on a regardé sur une échelle de 10 ans
toutes les thèses de doctorat qui étaient faites en partenariat avec ST Microelectronics. Il faut savoir qu'il y a plus de 150 doctorants chez ST Microelectronics. Et on a regardé un petit peu les sujets des thèses pour regarder si on voyait émerger dans l'organisation des nouveaux domaines de connaissances qui n'existaient pas a priori. Donc là, par exemple, si je prends le premier, vous voyez en fait CMOS, une technologie de transistor. Donc on voit c'est assez régulier, ils font toujours la même chose, c'est des produits établis, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne les améliore pas, mais en tout cas, on connaît les logiques de performance. Par contre, si on prend d'autres sujets, notamment la photonique sur silicium, donc silicon photonique, là en haut à droite, on voit émerger en 2009 les premiers travaux de recherche là-dessus, et puis ça commence à continuer. Pareil, si on regarde juste en dessous, Energy Harvesting, quelque chose qui émerge. Et à l'inverse aussi, on peut observer des domaines de connaissances qui vont en fait s'arrêter parce que finalement, plus forcément très intéressants. Donc, ça nous permet en fait déjà de démontrer en fait qu'il y a bien un processus de création, parce qu'on parle de thèse de doctorat, donc c'est forcément de la recherche, de la création de connaissances. Il y a bien une logique en fait sur des domaines d'expertise déjà existants dans l'organisation, poursuite en fait de la création de connaissances. Et on a aussi la création de connaissances dans vraiment des nouveaux domaines d'expertise, donc vraiment l'émergence de nouveaux domaines de connaissances totalement inédits dans l'entreprise. Du coup, ça me permet de continuer, vous donner un petit cas. Je vais vous présenter en fait la photonique sur silicium. Alors c'est un peu des termes un peu barbares, mais je vais vous expliquer très rapidement ce que c'est. Si on prend l'électronique de base, c'est en fait le contrôle d'un petit électron. Un électron, c'est la particule élémentaire de l'électricité, en fait, c'est ce qui conduit l'électricité. Et en fait, on va contrôler ce petit électron dans ce qu'on appelle un matériau qui est semi-conducteur, donc qui permet de conduire le courant ou pas. Et donc, ce qu'on appelle, c'est le silicium. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça l'industrie des semi-conducteurs, et notamment le silicium. Et la photonique sur silicium, c'était se dire, est-ce qu'on peut faire la même chose avec un photon? Donc, la photon, ce n'est pas l'électricité, mais c'est la particule élémentaire de la lumière, pour transmettre des informations. Et c'est vrai que le photon, ce qui était intéressant, c'est que c'est beaucoup plus rapide qu'un électron, et il y a beaucoup moins de déperdition d'énergie. Donc en fait, l'idée générale derrière, derrière ça, c'est de dire, si on arrive à développer des connaissances là-dessus, potentiellement, on peut imaginer une classe de produits complètement nouvelle et peut-être même bouleverser complètement l'industrie des semi-conducteurs. Alors, la photonique sur silicium, ce n'est pas complètement nouveau. Si je vous dis fibre optique, c'est déjà ça. C'est-à-dire qu'une fibre optique, c'est déjà transfert d'informations sous forme de photons. Et donc là, l'idée, c'est plutôt de dire on va travailler sur ça, mais à l'échelle micro ou nanoscopique, pour vraiment avoir dans votre puce sur votre téléphone en fait des transferts d'informations à base de photonique. Donc là, vous avez un peu la liste des travaux de recherche où ils vont commencer à explorer ce domaine-là. Ce qu'on peut noter, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a vraiment une stratégie où on va développer un nouveau champ de connaissances, jusque-là non existant, et elle ne repose pas en fait sur un processus classique de développement de produits. Par exemple, il n'y a pas du tout de cahier des charges. Si on vous dit les usages ou les potentiels marchés, enfin, il n'y a pas du tout ces questions-là. C'est-à-dire quand on dit le marché de la photonique sur silicium, on est incapable de dire quel sera le marché. Par contre, on peut dire c'est potentiellement quasiment tous les marchés. Voyez. L'autre chose aussi, ce qui est important, c'est se dire en fait, on commence à fabriquer le substrat technique pour la fabrication des futurs produits de demain, mais qu'on ne connaît pas encore. Mais l'idée générale, c'est-à-dire si on commence à maîtriser ce type de connaissances, potentiellement à partir de ce type de connaissances, il serait possible de fabriquer des nouveaux produits complètement inédits. Donc on est vraiment très en amont en fait, de la création de produits classiques. Et un autre enjeu aussi, c'est aussi l'enjeu, on va dire, de propriété intellectuelle. C'est-à-dire qu'en gros, ça va nous permettre aussi de commencer à déposer des brevets, à valider cette propriété intellectuelle pour être sûr vraiment d'être les leaders sur ce domaine-là. Donc voilà les enjeux. Donc ça, c'était pour vous donner un exemple de projet d'exploration de connaissances dans une perspective d'innovation de rupture, parce que ce qui est clairement assumé par les équipes, c'est-à-dire on le fait, mais on a encore beaucoup d'inconnus, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas les usages, on ne connaît pas les marchés, on ne connaît pas les produits. Mais on va continuer à explorer ce domaine de connaissances. Et après, si on regarde un peu les acteurs, donc on a bien des experts scientifiques qui vont travailler dessus, et surtout, ce qui est intéressant, c'est des experts en fait, de plusieurs domaines d'expertise qui étaient déjà existants dans l'organisation, qui vont décider de travailler ensemble pour faire émerger ce nouveau domaine de connaissances. Mais Benjamin, comment est arrivée l'idée initiale pour développer ce nouveau champ de connaissances? C'est-à-dire, quelle est la genèse qui va arriver justement à cette innovation de rupture? Alors, c'est une très bonne question. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette genèse, elle ne vient pas du tout. En fait, on pourrait parfois dire, c'est vous savez, le fameux market pool, où on va essayer de sentir les enjeux marché pour essayer de proposer quelque chose. Là, on est vraiment sur un techno-push parce qu'en fait,
le raisonnement en fait, des experts scientifiques et techniques, c'est de se dire l'électronique, ok, donc on sait à quoi ça sert, ça peut faire du calcul, de la mémoire pour stocker des données, etc. Si on est capable de faire ça beaucoup plus rapide et en consommant beaucoup moins d'énergie, on sera gagnant quoi qu'il arrive. Et donc, en fait, là, on a vraiment des marqueurs technologiques qui est vraiment la vitesse de calcul et, on va dire, la consommation d'énergie. En gros, l'idée, c'est est-ce qu'on pourrait, enfin, le futur, c'est-à-dire on peut imaginer un téléphone où la batterie, en fait, c'est pas une journée d'usage, mais c'est peut-être potentiellement 2 ou 3 mois d'usage. Vous voyez ? Et pareil, la possibilité de calcul, c'est que le téléphone, il pourra être 15 fois plus puissant que ce qu'on a actuellement. Voilà. Et se dire, si on travaille sur ces marqueurs-là, a priori, on trouvera les applications. Alors, d'ailleurs, ça me permet justement de rebondir là-dessus, c'est-à-dire que ça a commencé à travailler en 2009, les premiers travaux de recherche là-dessus. Ils ne sont pas les seuls. Hein. Aussi, l'industrie, chacun se regarde un peu ce qu'on fait, puis il y a aussi le monde académique. Donc, beaucoup d'acteurs commencent à se positionner un peu sur la même logique. Et là, on voit apparaître, donc là, on est en 2021, on voit apparaître les premiers types de produits. Et typiquement, là, on voit des produits apparaître, notamment dans les data centers, où on va avoir en fait justement l'introduction de la communication optique, donc par photon, au sein de data centers. Où là, justement, c'est vraiment les fermes de serveurs où il y a des données gigantesques, où là, on a vraiment un enjeu de transférer des données de façon très rapide. Et là, on commence à voir les premiers produits en fait, rentrer sur le marché. Mais on peut imaginer encore une classe de produits vraiment infinie à partir de cette base technologique. Et donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vraiment là, il se rend finalement, on peut dire, indépendant des logiques de marché. En disant, si on travaille sur ce type de technologie qui est finalement assez générique, bien finalement, on n'a pas besoin d'identifier le marché pour se dire est-ce qu'on y va ou on n'y va pas. Donc ça, c'est intéressant. Et ça permet aussi juste de faire un petit point, parce qu'on pourrait dire, mais c'est un projet de recherche et développement classique. Pas exactement. Parce que si on prend les départements de recherche et développement, on est plutôt sur la production de connaissances, mais déjà sur des produits stabilisés avec des marchés, parce qu'on connaît nos business units, on connaît nos produits, on est plutôt dans une logique justement plutôt amélioration continue. Et en fait, la R&D, c'est très compliqué pour elle de se dire, bon, on se positionne sur quelque chose, mais on ne sait pas du tout qui seront nos clients in fine. Vous voyez. Donc là, c'est quand même assez original, et c'est vraiment des collectifs de chercheurs qui se disent, il faut qu'on explore, et on va se donner les moyens pour explorer. En tout cas, dans le cadre d'ST, alors c'est lié aussi à ST parce que c'est quand même on va dire de la R&D assez poussée. On le voit très bien dans le cadre en fait des thèses de doctorat où on va aller chercher des doctorants dans les universités, les faire travailler sur les sujets de l'entreprise. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Laurence. Si, Benjamin, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions là-dessus. Ce qui nécessite aussi de la part de l'entreprise qui veut développer de la rupture comme ça, une innovation de rupture, du budget disponible, parce que dans beaucoup d'entreprises, la R&D est extrêmement focus par rapport à des briefs qui sont donnés par le marketing, le commerce, etc. Donc, pour pouvoir avoir cette possibilité d'avoir une innovation plus fondamentale, ça veut dire qu'on est dans des sociétés qui peuvent se le permettre aussi. Hein. Alors, qui peut se le permettre, vous avez raison. Et après aussi, il y a une question d'organisation. Et du coup, ça me permet d'aller sur la transition un petit peu de ma présentation. C'est qu'on a vu émerger en fait chez ST Microelectronics en fait une structure qui s'appelle le Technical Staff College chez ST, qui est plutôt une structure en fait auto-organisée où là c'est vraiment l'ensemble de la communauté des experts scientifiques et techniques chez ST Microelectronics qui vont s'organiser en collectif. Vous avez un petit schéma à gauche. Vous avez ce qu'on appelle un conseil des fellows, donc c'est les experts les plus seniors de l'entreprise. Puis vous avez l'ensemble des experts, ce qu'on appelle le réseau des experts, et puis aussi ce qu'on appelle un comité consultatif, donc c'est plutôt un peu toutes les parties prenantes de l'organisation, qui va se fédérer justement et qui va se donner deux missions, c'est-à-dire bien sûr développer et améliorer l'expertise existante pour assurer la compétitivité de l'entreprise sur les produits et les marchés existants. Et aussi, on se donne pour objectif justement de générer ces nouveaux domaines de connaissances. Et du coup, ça permet, donc là, on n'est pas du tout dans la R&D, hein, ce n'est pas le directeur de la R&D qui pilote ça, le directeur de la R&D, il est à côté, mais ça permet justement aussi de s'appuyer sur ces grands experts scientifiques et techniques et d'avoir en fait des logiques, de dire, bah voilà, si un expert se dit, tiens, il faudrait explorer ça, en fait, l'ensemble de la communauté des experts permet justement de faire une première validation, en fait, est-ce que c'est intéressant ou pas intéressant? Et donc, en fait, il y a une logique un petit peu comment dire, plus le projet est intéressant, plus il va fédérer de personnes, plus il aura de poids dans l'organisation et plus il sera possible justement de peser sur la direction R&D en disant
ce sujet-là, il est vraiment intéressant à explorer, il faut vraiment qu'on y aille et en tout cas développer certains moyens. Sachant que les moyens aussi, après, il y a plusieurs stratégies, mais typiquement, ST a une stratégie qui est très orientée via la recherche scientifique sur les doctorants. Donc, du coup, c'est vraiment c'est plutôt en gros dire on va payer du personnel sur 3 ans pour faire une thèse pour explorer ce sujet-là, tout en bénéficiant aussi des structures des laboratoires de recherche, pour tout ce qui est outils de mesure, etc. Donc après, on arrive plus ou moins à trouver, et après, il y a plein de types de financement aussi possibles. Mais en effet, l'idée, c'est aussi de convaincre la direction de la R&D de dire ce sujet-là, on ne peut pas passer à côté parce que potentiellement, il y aura une grande discontinuité sur notre secteur et si on n'y est pas, bah, potentiellement, on peut disparaître. Donc, il y a toujours cette évaluation et parfois aussi, on prend des risques. Il y a des sujets, là, je présentais la photonique sur silicium, il y en a beaucoup d'autres. Il y a des projets aussi où il y a eu comme un début de phase d'exploration. Et puis, au bout d'un moment, on s'est aperçu que, enfin, les experts chez ST sont aperçus qu'il n'y avait pas forcément de débouchés, pas forcément en termes de marché, mais même d'un point de vue technologique, on n'arrivait pas à avoir la performance escomptée. Et donc, du coup, on pouvait arrêter le projet aussi. Donc, du coup, cette structure, elle est assez intéressante parce que, justement, de façon collégiale, elle permet justement de discuter et de dire, voilà, étant donné un budget, qu'est-ce qu'on va privilégier, etc. Avec peut-être justement, Benjamin, des questions qui vous sont posées. J'en prends 2 sur le sujet justement organisationnel et managérial. Donc une question de Patrick Gilbert. S'agissant du lien entre innovation de rupture et production de connaissances, quel lien avec l'innovation organisationnelle et managériale? Donc ça, vous en avez parlé, mais si vous pouvez effectivement préciser les choses. Et une connexion, une question pour partie liée de Anne Agis Garcin, qui est: faut-il réduire l'ambition d'innovation à un petit groupe de personnes ou chercher à fédérer un plus grand nombre? Comment y parvenir? Et effectivement, notamment, la question du conseil des fellows et de comment les dynamiques collectives ont été mises en place chez ST Microélectronique est intéressant de ce point de vue-là. Donc, comment répondre à ces 2 questions sur cette connexion organisationnelle et managériale? Alors, sur le premier point, en fait, sur la question d'innovation de rupture, c'était vraiment ce point-là pour les experts, c'est-à-dire, en fait, quand on parle de production de connaissances, c'était de dire, est-ce que c'est dans un domaine de connaissances déjà établi dans l'organisation ou est-ce que c'est radicalement nouveau? Si on était sur du radicalement nouveau pour l'organisation et pour le reste de l'industrie, on était déjà plutôt dans une démarche d'innovation de rupture. Ça ne veut pas dire en fait qu'on va être capable de faire l'innovation de rupture, d'avoir les produits qui vont introduire cette discontinuité, mais on était plutôt dans la logique où justement on explore des champs de connaissances pour des produits radicalement nouveaux. Et donc du coup, déjà d'introduire ce distinguo en disant vous êtes expert, chercheur dans l'organisation et soit vous faites votre recherche sur des produits ou des expertises existantes, vous êtes plutôt dans du continu et ça reste important. Si vous êtes sur la création de nouveaux domaines, vous serez plutôt dans une logique de rupture. Donc ça, c'était le premier distinguo. Le deuxième, c'était de dire, en tout cas, le pari qui a été fait chez ST, c'est qu'il ne fallait pas forcément séparer l'un et l'autre. Ça veut dire qu'il n'y a pas des experts pour l'innovation continue, des experts pour l'innovation de rupture. C'est-à-dire que finalement, c'est l'un alimente l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, on peut être sur des projets, on va dire, amélioration continue, tout en étant en même temps sur des projets de rupture. Et en fait, l'un nourrit l'autre, parce que c'est vrai que, notamment, ces projets de création de connaissances se nourrissent aussi des connaissances déjà existantes dans l'organisation. Donc ça, c'était justement dire, il n'y a pas ceux qui font l'innovation de rupture et ceux qui font l'innovation incrémentale. C'est plutôt, ça va dépendre des projets et à certains moments, je serai plus sur des projets d'exploration de nouveaux champs de connaissances, d'autres plus sur la création de connaissances dans des champs déjà établis, etc. Et du coup, en fait, ça me permet de répondre à la deuxième question qui est de dire, est-ce qu'il faut un petit groupe? Non, je pense qu'en fait, il faut vraiment avoir vraiment l'ensemble des parties prenantes et se dire, en fait, on a besoin de l'innovation continue parce que l'innovation continue, elle est fondamentale. Si on ne fait pas d'innovation continue, c'est-à-dire que l'entreprise, elle s'arrête demain. Mais en même temps, il faut préparer l'avenir à un horizon de temps beaucoup plus long et surtout de se préserver d'une rupture qui peut arriver aussi chez un concurrent. Typiquement, il y a eu des discussions, notamment sur la photonique sur silicium. Un des grands concurrents d'ST, qui est 10 fois plus grand, c'est Intel. Eux aussi se positionnent. Et la question, c'est est-ce qu'on laisse Intel se positionner, nous rien faire, ou est-ce que nous, il faut qu'on se positionne à notre manière pour justement ne pas être mis hors jeu le jour où on va commencer à avoir des produits émerger en fait sur le marché. Donc voilà un peu l'enjeu. Et du coup, ce Technical Staff College, justement, il permet de faire justement ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la structure organisationnelle qui va permettre justement de dire, voilà, de discuter d'un point de vue collégial
où est-ce qu'on va mettre nos ressources, sur quel type de projet et comment on le fait. Benjamin, comment évolue chez STMM justement ce schéma organisationnel, le conseil des fellows, le réseau des experts? Est-ce qu'au fil du temps, il change les membres afin que justement on ne devienne pas une innovation incrémentale? Comment ça se passe? Comment ça évolue dans le temps? Ouais, alors en fait, déjà, en fait, pour vous donner un petit peu l'historique, en fait, quand ST a créé ça, c'est les experts eux-mêmes qui ont décidé de créer ce technical staff, se donnant ces missions-là. Ils n'ont pas demandé l'avis, on va dire, aux supérieurs hiérarchiques. Ils ont décidé de s'organiser comme ça et de le faire. Donc, il y a eu un premier effet, notamment de la part des directions produits, direction R&D, en disant mais de quoi vous vous mêlez, la stratégie, c'est pas à vous de la faire, c'est à nous de la faire. Et du coup, en fait, c'était juste de dire, c'était d'expliciter de quelle stratégie on parle. Si on parle de la stratégie produit, en effet, c'est pas aux experts de la faire. Il y a des directions produits, les business units qui le font et c'est leur métier. Pareil pour la R&D, on a déjà des programmes de R&D existants, balisés, etc. Donc on va pas forcément discuter de ça. Mais en fait, on se disait, ben voilà, si on prend la photonique sur silicium, c'est pas quelqu'un d'une business unit qui est capable de dire, il faut qu'on se positionne là-dessus et voilà les principes technologiques qu'il faut explorer. Pour vous donner un exemple, les questions qui se posaient, c'est si on doit générer de la lumière avec un laser, est-ce qu'on le fait sur quel type de matériau? Est-ce que c'est un matériau? Est-ce que c'est du germanium ou du silicium? Vous voyez bien qu'un patron de business unit, il n'est pas à ce niveau-là en fait, de la technique pour discuter de ça. Vous voyez. Mais si vous dites, par exemple, Intel travaille sur tel type de matériau, a déjà déposé des brevets, du coup, nous, on va aller sur un autre type de matériau pour avoir notre propre propriété intellectuelle. Là, c'est intéressant parce qu'on pourra avoir notre propre produit. Donc, on est vraiment sur des discussions vraiment qui sont d'ordre technique et scientifique. Et donc, du coup, le premier point qui a été un point qui a été fondamental, c'était d'expliciter aux directions, aux différentes directions d'ST, qu'est-ce qu'on entendait par stratégie de rupture d'un point de vue des experts scientifiques et techniques. C'était pas de prendre la place des responsables de la stratégie, mais c'était d'avoir une stratégie vraiment technique et scientifique là-dessus. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. Donc ça a mis du temps quand même, parce qu'il y a quand même des logiques de pouvoir dans les organisations. Vous avez forcément des directeurs qui disent, oula, ils veulent faire la stratégie à ma place, etc. Donc ça a mis quand même pas mal de temps à décanter. Et après, pour répondre à votre question, Laurence, on est sur un modèle qui ressemble un peu au modèle universitaire. Donc c'est vraiment un modèle tournant, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez une élection parmi les fellows. Il y a un peu moins d'une cinquantaine de fellows chez ST. Il n'y en a pas beaucoup non plus. C'est vraiment les experts vraiment seniors. Et en fait, c'est un mandat de 2 ans avec un président vice-président. Il assume ce mandat de coordinateur de l'ensemble de la communauté des experts pendant 2 ans. Et en fait, voilà, tous les 2 ans, il y a une nouvelle élection. Et c'est un nouveau fellow qui prend cette responsabilité-là. Voilà. Super. Et Benjamin, quels enseignements peut-on tirer pour d'autres entreprises de ce type d'approche? C'est-à-dire, je suis dans un autre secteur, je suis une entreprise peut-être plus petite. Comment je vais, quels enseignements je peux en tirer? Alors, premièrement, il y a plusieurs choses. Déjà, il y avait cette question de création de connaissances. Parce que quand on dit un chercheur ou un expert, il y a de la création de connaissances plutôt orientée innovation de rupture et plutôt orientée innovation, on va dire, continue. C'est pas évident à comprendre. Quand vous dites je suis en R&D, c'est forcément de l'innovation. C'était juste de montrer un peu ce décalage-là. Donc je pense que ça, c'est valable aussi pour toutes les organisations, alors quand même industrielles, où on va dire où la science a un rôle vraiment très important. Je pense à l'industrie, l'automobile, l'aéronautique, les télécoms, etc. Ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est aussi sur le rôle des experts dans l'organisation. Alors ça, c'est pas mes travaux qui le disent, mais en tout cas, ça les conforte, puisqu'il y a eu beaucoup de travaux sur la gestion des experts dans les organisations. Mais c'est en fait le côté, on va dire, statut de l'expert versus le rôle. Soit vous dites, en fait, un expert, c'est celui qui a un certain niveau de connaissance dans un domaine de connaissance. Et donc, on reconnaît l'expert en fonction de ce domaine de connaissance. Là, on est plutôt un statut d'expert. Et là, en fait, aussi, on donne aussi un rôle aux experts en disant, vous êtes les acteurs de la stratégie d'innovation sur le plan de la création de connaissances. On demande aux experts justement de s'organiser pour identifier ces domaines à explorer, etc. Et donc, vraiment, là, l'expert prend vraiment un rôle stratégique dans l'organisation. Donc ça, c'est vraiment important. Je pense que pour toutes les organisations qui ont des experts scientifiques et techniques dans l'organisation, ça, c'est fondamental. De basculer sur un mode qui est plutôt, en fait, dire, en fait, l'expert, c'est pas seulement le très bon dans un domaine de connaissances, mais c'est celui qui est capable, justement, de dire vers quoi on va aller, quoi.
dirais, il y avait une formule aussi qui n'est pas de moi, mais qui a été l'expert un peu de l'inconnu. C'est-à-dire, en gros, c'est l'expert des domaines de connaissances qui n'existent pas encore. Et comment on va les faire émerger dans l'organisation. Ça, c'est vraiment important. Et ça, pour moi, c'est vraiment les deux points. Enfin, le troisième point, c'est les questions organisationnelles. C'est vrai que ce technical staff, on a une structure un peu auto-organisée qui permet justement d'organiser ces explorations-là. Et en lien avec la stratégie de l'organisation, qui ne remplace pas la stratégie de l'organisation, mais qui s'assume comme, voilà, dire on a un rôle stratégique et c'est plus chaque expert dans son coin essaie de faire son truc comme il peut, parfois un peu sous le manteau. Et là, vraiment, on a une fédération d'experts pour vraiment systématiser ces démarches d'exploration. Je dirais que c'est les points qui me paraissent les plus importants. Avec peut-être une question, pardon, donc Olivier, je pense que vous vouliez poser une question. Oui, tout à fait. En réalité, tout ceci est effectivement très intéressant, beaucoup sur la rupture technologique en tant que telle, qui est un des éléments. D'ailleurs, vous l'avez évoqué en parlant de techno-push, hein, qui est quelque chose qui a fondamentalement beaucoup bousculé, notamment dans ces secteurs. Pour autant, l'innovation de rupture, de mon point de vue, touche aussi les usages. Et il y a beaucoup de choses qui se font à partir de technologies existantes, mais qui ne sont mal employées, souvent pour des questions de time to market, hein, comme l'hologramme par exemple, hein, qui est quelque chose qui existe depuis en fait assez longtemps, mais qui n'est utilisé que de façon récente. Et donc, comment est-ce que vous introduisez ça? Parce que pour moi, dans l'organisation, c'est une question de mindset de la direction générale, avec la capacité de se remettre en cause à tout instant. Alors, en effet, moi, je vous suis là-dessus, en fait, sur l'innovation de rupture, et c'est ce que je présentais un peu en introduction, vraiment de façon générale. Il y a plus, quand on parle d'innovation de rupture, notamment, enfin, les leviers, c'était bien sûr tout ce qui est techno-push. Il y a tout ce qui est modèle économique et réseau de valeur. Et c'est vrai que le côté usage, il va plutôt rentrer via le côté, on va dire, réseau de valeur ou modèle économique. Là, c'est vrai, dans cette étude, on s'est focalisé sur la question de création de connaissances. Le papier est focalisé là-dessus parce que le papier n'avait pas vocation à dire l'innovation de rupture en général, mais on s'est focalisé sur cette petite partie-là, on a essayé d'investiguer cette partie-là. Et on était dans une entreprise qui est quand même très techno-push et qui est en fait très loin des usages parce que ST en fait on va dire des composants électroniques et en fait les usages c'est plutôt les clients qui vont faire des usages. C'est pour ça qu'ST d'ailleurs n'est pas très connu du grand public parce qu'on utilise tous des produits ST mais sans le savoir vraiment, vous voyez. Et donc du coup dans cette recherche là en fait et dans cette organisation là on n'a pas vraiment traité ça parce que c'était pas l'objectif, mais ça veut pas dire justement que la question des usages et des modèles économiques est pas fondamentale pour la question de rupture. Donc c'est juste pour vous dire voilà, dans cette étude là c'est pas ce qu'on a regardé. Mais par contre, je vous rejoins complètement sur la question des modèles économiques et des usages qui sont fondamentaux pour les ruptures. Peut-être pour compléter ça, je vais donner un exemple. La reconnaissance de la parole qu'on utilise tous sur nos smartphones a été créée à l'origine au milieu du siècle dernier pour faire à partir de la reconnaissance de forme des militaires qui, à l'intérieur d'un char, se posaient la question, est-ce que j'ai en face de moi un char ennemi ou un gros rocher? Et c'est ainsi que tous les travaux ont évolué vers la reconnaissance de la forme, la reconnaissance de la parole, et aujourd'hui ce que l'on a sur le smartphone. Où est l'innovation de rupture dans ce cadre-là? Est-ce que c'est le fait d'avoir pensé au niveau du char? Est-ce que c'est le fait d'avoir passé de la reconnaissance de la forme à la reconnaissance vocale, l'introduction de tout ce qui est linguistique et donc sur la base d'espaces hilbertiens assez pointus, ou est-ce que c'est le fait de l'avoir mis dans le smartphone? En fait, pour moi, en fait, justement, ces leviers d'action, en fait, c'est pas l'un ou l'autre qu'on choisit. Généralement, c'est souvent les trois en même temps. Ce qu'on peut juste dire, c'est s'il n'y avait pas la connaissance sur la reconnaissance d'image, ça n'existerait pas, vous voyez. Donc, il fallait que cette connaissance soit là. Et après, en effet, vous avez des ruptures sur les usages et sur même les modèles économiques, vous voyez. C'est pour ça que je dis l'innovation de rupture, elle est un processus, c'est vraiment un processus qui prend du temps. Et c'est pour ça que c'est très difficile vraiment d'identifier et en tout cas de dire bah, tiens, on est en pleine rupture. Mais en fait, pour le cas d'ST Microelectronics, typiquement, c'était de dire
nous, les experts scientifiques et techniques, on assume la part création de connaissances orientée rupture, c'est le nouveau domaine de connaissances, et on confie aussi au business unit de notre entreprise la part sur les usages et sur les modèles économiques. Ça veut dire, nous, on est capable de faire des choses avec des photons et du silicium, et on est capable de répondre à ces critères-là. Maintenant, à vous de nous dire sur quel type d'application, quel type de client, etc. Mais du coup, voilà, c'est pour ça qu'en fait, tout est lié. Et en fait, c'est pour ça que dans l'organisation, il n'y a pas une structure qui fait création de rupture et les autres font autre chose. C'est vraiment toutes les structures qui sont impliquées. Mais en tout cas, nous, le point de départ, c'est de dire s'il n'y a pas cette base scientifique et technique, si on a l'usage mais qu'on n'a pas la technique, ou en tout cas si elle est sur concurrent, on ne pourra rien faire quoi qu'il arrive. Donc c'est pour ça en fait que vraiment tout le monde a sa part dans l'organisation sur la question de rupture, mais en fait elles sont vraiment sur ces 3 leviers et généralement c'est les 3 en même temps. Et encore une fois, je précise sur le papier, mais ça c'est sur le papier académique, c'est vrai que nous on a investigué une petite question et on n'avait pas prétention à prendre tout le spectre, mais on a regardé juste en fait la création de connaissances, de nouveaux domaines de connaissances. Et déjà, ça c'était pas forcément évident à caractériser et à comprendre comment ils étaient capables de s'organiser. D'autres remarques, contradictions à ce stade? J'en ai une peut-être, Benjamin, c'est œuf et poule sur la dynamique managériale d'entreprises libérées. Donc là, on a aussi parmi nous Patrick Gilbert qui a beaucoup travaillé sur ces sujets. Donc, et ce que vous dites effectivement, c'est que le substrat culturel organisationnel manager était vraiment important. Donc, comment à la fois est-ce que ça rend ce type de pratique impossible dans un certain nombre d'entreprises? Est-ce qu'à l'inverse, ça contribue à faire bouger une culture de travail, culture d'innovation? Donc, comment est-ce que ça se maille avec ces questions organisationnelles? Et Patrick, qui travaille sur ces sujets, aura peut-être aussi une question là-dessus. Moi, je ne suis pas vraiment expert sur les questions d'entreprises libérées, donc j'aurais du mal à me prononcer là-dessus. Après, c'est vrai que sur la question de la culture d'entreprise, moi, j'ai peut-être un prisme, en tout cas, c'est ma perception des choses, mais que la mienne, c'est que moi, j'ai plutôt tendance à penser structure que culture, en fait. C'est-à-dire, en gros, c'est la structure organisationnelle qui permet d'eux, qui ne permet pas d'eux. Et c'est vrai qu'en fait, on pourrait dire, est-ce que les experts ont une culture d'innovation? Est-ce qu'ils sont enclins à aller vers l'innovation? Et en fait, nous, on a traité le problème un peu différemment. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mettre en place la structure qui leur permet justement d'explorer les choses? Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que la structure, justement, elle permet justement d'explorer, ou parfois certaines structures, justement, vont complètement bloquer les choses. Et donc, du coup, moi, j'ai moins mobilisé les travaux sur la culture d'entreprise, mais c'était plutôt de dire, voilà, on prend les formes organisationnelles, et en fait, on s'est vite rendu compte que la forme organisationnelle de la recherche et développement, enfin, le département de recherche et développement, ne permettait pas justement d'aller sur l'exploration de ces nouveaux domaines de connaissances. Et du coup, on a essayé de proposer, enfin en tout cas, ST a essayé de proposer une nouvelle structure organisationnelle qui permettait justement d'y aller en lien avec, c'est pas en opposition, en lien, mais voilà. Donc nous, on a plutôt travaillé ce côté-là. En tout cas, c'est l'élément de réponse que j'aurais à faire. L'organisation, enfin, telle qu'elle est proposée là, est une organisation qui est intra-entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres types d'approches qui pourraient être intéressantes pour cette innovation de rupture, c'est-à-dire d'intégrer aussi l'écosystème au sens plus large de l'entreprise et d'intégrer à un moment donné ou de façon permanente des personnes qui seraient, j'en sais rien, des fournisseurs, des clients qui pourraient donner aussi une vision différente et externe et donc mobile du marché et de l'entreprise. Oui, alors ça en effet, c'est très pertinent. Et d'ailleurs, il existe aussi beaucoup de communautés très ouvertes. Si je pense à la communauté d'innovation de chez Renault, on a vraiment une communauté qui est vraiment ouverte à l'extérieur de l'entreprise. Même chez ST, il existe ce type de communauté, mais qui était plutôt, d'ailleurs, on retrouvait plutôt dans les divisions produits, dans les business units, où là, justement, il y avait des enjeux justement sur l'exploration des usages et des attentes. Pour vous donner un exemple, en fait, ST a été leader pendant très longtemps sur ce qu'on appelle les MEMS.
Alors, les MEMS, c'est en fait, c'est les capteurs actionneurs que vous avez tous dans le téléphone. Typiquement, quand vous prenez votre téléphone et vous faites ça, il y a l'écran qui change de position. Et en fait, il y avait en gros, ça, si on remonte un petit peu l'histoire, il y avait des experts, pareil, qui se disaient la nanoélectronique, c'était vraiment la miniaturisation en électronique. Ils se sont dit, est-ce qu'on peut faire la même chose sur, on va dire, des capteurs de pression ou des capteurs de mouvement, des gyroscopes, mais à l'échelle micro-nanoscopique. Et ils disaient, parce que la loi de Moore, on connaît, on miniaturise. Si on fait la même chose sur ce type de choses, ça pourrait être potentiellement intéressant. Encore une fois, ils ne savaient pas du tout les usages. Ils ont développé justement à l'échelle microscopique justement des petits capteurs de pression, de température, des gyroscopes, donc des vitesses, etc., sans savoir qu'est-ce qu'ils pourraient en faire. Longtemps après, en fait, les business units ont travaillé avec Nintendo pour développer la Kinect. Et en fait, les premières applications, c'était justement la manette, vous voyez, où vous faisiez avec le bras, et vous avez et c'était vraiment les premières applications pour les MEMS. Et puis maintenant, les MEMS, il y en a partout, parce que dans votre téléphone, et puis partout. Et donc là, pareil, c'est qu'il y avait d'un côté les experts qui ont travaillé sur le côté technique, sans imaginer tous les usages derrière. Et puis de l'autre côté, vous avez aussi les divisions produits, qui se sont dit, bon, on a ça, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme type de produit, sachant que nous, on fait des composants. Et donc là, justement, de fédérer des communautés de clients même pour dire, qu'est-ce que vous faites, voilà ce que nous, on a en stock, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser, etc., pour essayer de penser vos produits et nous, de vous fournir les composants qui vous permettent de faire vos produits. Donc ça, tout à fait, ça, c'est fondamental. Après, sur le cas du Technical Staff College, c'est quand même assez ouvert à l'extérieur, mais plutôt dans le monde académique. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de collaboration de recherche avec le champ académique. Pour l'instant, il n'y a pas trop avec d'autres industriels, parce qu'on est vraiment, on va dire, par rapport à un client, on est vraiment très, d'un point de vue technique, disons que c'est plus difficile de discuter avec les experts de Renault. Vous voyez, c'est plutôt c'est plutôt les divisions produits qui vont discuter avec les experts de Renault. Voilà. Mais en tout cas, ces communautés ouvertes au-delà de l'entreprise, ça, c'est fondamental, hein, tout à fait. D'autres questions? Moi, je peux apporter un témoignage si vous voulez. Je suis Françoise Perrin, donc l'École centrale de Marseille, qui complète ce que vient de dire Benjamin. Sur les usages, on a des fois des relations avec nos partenaires industriels, dont ST, pour ça que j'y ai pensé. Quand ils ont des innovations comme ça, ils aiment venir les proposer aux jeunes étudiants qui en masse peuvent parfois faire émerger des idées. Donc, dans le cadre de nos projets de première année ou autres, parfois ils arrivent, nos partenaires, avec une innovation sans avoir trop encore à l'esprit les idées des usages. Et ils disent aux élèves, en gros, lâchez-vous, proposez-nous des idées d'usage. Et ça peut être ce lien avec l'univers académique dont parlait Benjamin. C'est un exemple. Quelle est la prochaine étape pour l'entreprise? Après ça, quels sont les sujets qui vont explorer pour changer d'angle, aller plus vite sur le sujet d'innovation? Comment ils vont se renouveler après ceci? Et peut-être aussi deux questions en une. Quelles sont les nouvelles pistes qui méritent d'être explorées sur ce sujet après ces travaux? Alors, il y a plusieurs choses. C'est vrai que là, on était vraiment sur la partie, on va dire, très amont dans l'organisation. C'est vraiment la partie vraiment scientifique et technique. Il y a tous les enjeux, justement, qui est plutôt de remonter aux divisions produits pour dire c'est quoi les formes organisationnelles pour l'innovation de rupture, mais plutôt centré produit. Donc ça, il y a déjà des choses qui existent, mais ça aussi, ça serait intéressant d'aller beaucoup plus loin pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment. C'est-à-dire qu'en effet, là, on a des nouveaux domaines de connaissances. Maintenant, il faut aller aussi jusqu'au marché, parce que ce qui fait l'innovation de rupture, pour la constater, c'est bien la création de nouveaux marchés. Typiquement, il n'y a pas encore un nouveau marché en photonique sur silicium. On ne peut pas dire qu'il y a une rupture actuellement. En tout cas, ST, c'est comment dire, à préparer une rupture potentielle ou se positionne sur une rupture potentielle. Ça, c'est le premier point. Donc, du coup, il y a tout l'autre aspect qui est intéressant à explorer.
Après, cette structure aussi, elle vit, elle dépend aussi pas mal des acteurs, des renouvellements d'experts, des sujets, etc. Donc, il y a des choses, des projets qui vont s'arrêter, des projets qui vont continuer. Là, il y a des nouveaux projets aussi qui rentrent chaque année au sein de ce technical staff pour explorer de nouveaux domaines. Donc, moi, je pense qu'il serait intéressant, ça serait d'étudier sur le long terme, justement, tous les nouveaux projets de création de connaissances qui ont émergé via cette structure et de se dire, bah voilà, à horizon 5-6 ans, qu'est-ce qui a débouché sur la création de nouveaux produits et d'essayer de comprendre un peu toute la logique on part de ces briques technologiques et comment on arrive au produit. Et souvent, moi, ce que j'ai identifié, c'est qu'il faut vraiment faire une distinction entre une technologie et un produit. C'est vraiment deux choses différentes. Typiquement, un transistor, il n'y a personne qui achète des transistors. On va vous acheter des cartes électroniques pour tel type d'application, mais le transistor, personne n'achète un transistor. C'est vraiment la technologie. Pareil, pour la photonique sur silicium, personne ne va vous acheter du silicium avec un photon. On va vous acheter un produit intégré. Et du coup, voilà, cette étape, comment on passe de la connaissance scientifique à la technologie jusqu'au produit. Alors, il y a déjà beaucoup de travaux là-dessus, mais ça, c'était vraiment des choses, à mon avis, qui sont très intéressantes à explorer. Et Benjamin, est-ce qu'il y a des mesures qui sont faites? Est-ce qu'il y a des KPIs qui sont mis en place pour se dire, en effet, dans 4-5 ans, on se dira que ce type d'approche et d'organisation a été performante ou pas? Est-ce que STM en a mis en place ça? Alors, c'est une très bonne question parce qu'il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Alors là, la première discussion, c'est si on prend des KPIs type dire est-ce qu'il y a bien un nouveau produit qui a émergé, vu qu'on est quand même très loin du produit, on a de fortes chances de dire en fait on n'arrive pas à générer des produits parce que l'échelle de temps est potentiellement très longue. Voilà, photonique sur silicium, c'est 2009 le début. En 2021, il n'y a toujours rien. Je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura quelque chose. Est-ce qu'il y aura quelque chose ou pas, je ne sais pas. Donc, si on commence à donner des KPI, on va dire d'évaluation annuelle sur des projets qui sont pluriannuels, c'est le meilleur moyen de flinguer entre guillemets les projets. Donc ça, surtout pas. Par contre, on a pas mal mis d'indicateurs, notamment sur la sélection des projets, qui était en fait la fédération des experts autour de ces sujets-là. C'est-à-dire qu'en fait, si on a un sujet qui émerge et qui intéresse qu'une seule personne dans une organisation et tous les autres ne sont pas intéressés, on va dire peut-être que ce n'est pas forcément intéressant. Par contre, si on voit quelque chose qui suscite l'intérêt de plus en plus de personnes dans l'organisation, là, ça vaudrait le coup vraiment de l'explorer, de la systématiser. Donc, on est plutôt en fait pour essayer de comprendre aussi, voilà, plus on est capable d'embarquer des personnes sur ces sujets-là, et puis de regarder aussi ce qui se fait à l'extérieur de l'entreprise, plus on se dit qu'il faut continuer les efforts là-dessus. Voilà. Après, il y a quand même des KPI très classiques, c'est-à-dire le dépôt de brevet est un KPI, c'est-à-dire qu'en gros, si on vous dit on a exploré plein de choses, mais par contre la propriété intellectuelle, on n'a rien, on va vous dire mais vous êtes bien gentil, mais on ne pourra jamais faire des produits avec, etc. Donc ça aussi, c'est à regarder de près. Sachant que, par exemple, dans les brevets, les échelles de temps sont entre guillemets assez, ça dépend comment on voit les choses, mais soit courts ou sont longs. Un brevet, c'est 20 ans. Donc si vous déposez un brevet maintenant, mais le produit va arriver dans 20 ans, vous ne pourrez pas protéger votre produit. Pareil aussi, vous donnez une information à la concurrence. Donc, il y a aussi des stratégies de propriété intellectuelle. Il n'y a pas que le brevet, il y a d'autres choses. Il y a la publication. On peut aussi dire on met directement dans le domaine public pour ne pas être bloqué par un concurrent. Ça veut dire on le met dans le domaine public, tout le monde pourra le faire, mais en tout cas, on ne pourra pas être bloqué par un concurrent. Il y a le secret aussi, mais le secret, si un concurrent dépose un brevet, il peut nous bloquer par la suite. Donc, il y a toutes ces logiques-là aussi qui vont rentrer en compte. Et donc, du coup, aussi d'être performant là-dessus pour dire les assets qu'on développe, on pourra, in fine, les utiliser dans les produits. Si on se dit on développe plein de trucs intéressants, on ne pourra jamais concevoir des produits avec parce qu'on sera bloqué par la concurrence ou on n'a plus les droits dessus, c'est sûr que ce sera difficile de sortir un produit derrière. Peut-être encore une question, Benjamin, posée par Anne Garcin, qui à quel moment du développement validez-vous le potentiel financier? Alors, pour préciser le potentiel financier, alors en fait, oui, c'est l'appétence des clients potentiels et sizer l'opportunité, oui, de business derrière telle ou telle innovation.
Alors là, en effet, sur ces projets-là, en fait, l'idée, c'est de dire on n'arrive pas à estimer un marché potentiel. Donc, en fait, on se dit on va développer, être très générique pour être le plus de marché possible. Mais on peut pas dire un volume. Enfin, en tout cas, celui qui dit c'est tant de millions de dollars, de milliards de dollars, en fait, il raconte n'importe quoi. Donc, on va essayer de sortir de ça pour dire en fait, on va être très générique parce que peut-être avec ce type de technologie, on pourra imaginer peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits différents qui vont s'adresser à 6 marchés. Et donc, parfois, en fait, vaut mieux avoir 20% de 6 gros marchés que 100% d'un tout petit marché. Donc, c'était plutôt ces logiques-là, en fait, qui étaient abordées. Mais du coup, en gros, on disait, on fait un pari un peu sur l'avenir. Nous, les experts vont développer ces connaissances-là, et après, on verra si on sera capable de développer des produits. Mais encore une fois, là, on n'est pas dans le développement de produits. Et donc, du coup, ça sera plutôt, en fait, dans un second temps. C'est-à-dire, si on commence à identifier un marché avec un produit potentiel, du coup, on mettra l'investissement pour créer ce produit en connaissance de cause, en connaissance de ce marché-là. Mais là, justement, en fait, ce qu'on fabrique, enfin, ce que les experts fabriquent, ce n'est pas un produit, c'est vraiment, on va dire, de la connaissance et à la limite de la technologie. On pourrait dire la technologie, une imbrication de connaissances utiles et actionnables. Donc, on fait pas encore du produit. Voilà. Et du coup, après, sur la question, mais comment on finance ça en interne, en fait, la clé, c'est d'être progressive. C'est-à-dire, c'est d'aller par petits pas, en fait. Et on commence petit. Plus les résultats sont intéressants, ont du potentiel, plus l'organisation sera prête à dire bah, on a voulu tester ça, on voit que ça marche, bah, maintenant on veut tester ça, et donc du coup on va développer du financement pour recruter 3 nouveaux doctorants ou développer un contrat de recherche avec un partenaire académique, etc. etc. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, non, tout à fait, c'est très clair, merci. Ok, très bien. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Donc, un grand merci, Mathilde, déjà, pour avoir organisé ce webinaire. Merci pour cette organisation. Merci, Frédéric, pour avoir été le grand coordinateur du prix académique de la recherche de management. C'est beaucoup de travail sur ces différents prix. Et évidemment, un énorme merci à Benjamin pour nous avoir présenté ce lien entre l'innovation de rupture et ces nouveaux modèles organisationnels. Donc, un énorme merci et encore bravo, Benjamin, pour cette recherche que vous avez faite. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Food for thought for everyone. Et bonne soirée à tous. Merci. Merci, Laurence. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci.